en main du secteur eau et énergie, Bandakani, il faut saluer ce retour tout en condamnant peut-être les errements qu'on a connus en tout temps. Il faut saluer ce retour-là, ce mouvement de pendule. C'est le panafricanisme qui parle maintenant. Bien sûr. D'accord. Je ne peux pas m'en séparer. Il faut saluer ça, il faut saluer la démarche présidentielle. Il faut saluer le gouvernement pour cette dynamique-là. Je parle de dynamique parce que ce n'est pas un cas isolé. Ça commence à devenir une dynamique nationale dans l'ensemble du pays, de réaliser la mainmise du pays sur nos secteurs stratégiques. David l'a dit. C'est d'autant plus important que on observe que c'est un retour à une situation qui en son temps avait été criminalisée, à savoir que le secteur public était devenu un pestiféré, le secteur stratégique existant dans nos pays relevait quasiment d'un crime économique. On nous avait vanté les prouesses de la privatisation. Ces promesses, elles apporteraient quasiment un paradis économique à notre pays en termes de transfert de technologie, en termes de performance, en termes de résultats. On n'a rien vu. Au contraire, on n'a rien vu. Et on se demande pourquoi on a privatisé. Et là, je pense que je vais aider David Eboutou. Il a trop insisté sur la gouvernance, avec raison d'ailleurs. Vous dites qu'on a privatisé parce que la prédation internationale, je dis bien la prédation internationale, a fondu sur notre pays à la faveur de la crise économique. Que lui-même sanctionnait un ensemble d'arrangements internationaux qui sont fondamentalement défavorables à nos pays, indépendamment des questions de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on a privatisé. Alors que si on ne privatisait pas, pratiquement nos pays cesseraient d'exister. Et à cause de la faible capacité de négociation de notre pays, à cause de sa structure et de la nature de son élite dirigeante, objectivement parlant, on a été obligé de privatiser. On y a passé 20 ans, pratiquement 30 ans, avec le résultat que tout le monde voit. Moi, je suis heureux que le président ait le courage de ramener dans la besace publique nos bijoux de famille. Donc moi, je salue ça. Maintenant, il n'y a pas que la fierté qui doit prévaloir ici. Il y a la fierté, mais il y a les exigences de performance. Il y a les exigences d'investissement. Il y a les exigences de rentabilité. Parce que ce sont des entreprises qu'on récupère, pour le cas de l'ex-Eneo, avec des passifs qui pèsent financièrement. Il va falloir régler tout ça, remettre ces entreprises-là dans une perspective de performance, de rigueur en matière de gestion, en matière d'autodorsie, et enfin, satisfaire les populations. Donc moi, je me réjouis. D'accord. Professeur, cette dynamique est à saluer aujourd'hui, la reprise en main de l'eau et de l'énergie. Il a peut-être fallu du temps et beaucoup d'argent perdu au passage. Merci de me donner la parole. Je serai plus circonspect, non parce que je m'opposerai à la reprise par l'État de ce secteur stratégique, mais simplement parce qu'on a là une illustration des impasses de l'économie politique néolibérale qui a été imposée aux pays africains, qui ont été forcés de privatiser de manière expéditive un certain nombre d'entreprises. Et aujourd'hui, on voit que ce mode de gestion qui leur avait été recommandé comme devant générer plus de performances n'a pas marché. Pourquoi je suis circonspect? Parce que ce type d'évolution a une configuration syphilitique. Expliquez-nous ça. Ça veut dire que, précisément, l'endettement qui a été généré du fait de ce mode de gestion va maintenant peser sur l'État, alors que les quelques profits qu'il a pu avoir ont été appropriés par des groupes d'intérêt, des lobbies, des lobbies essentiellement spéculatifs. Et c'est maintenant l'État qui, lui, a la charge de devoir rembourser des sommes colossales.
Donc en réalité, on n'est que dans la première phase d'une dynamique de reprise. Cette dynamique de reprise-là doit être consolidée pour qu'effectivement la nouvelle entreprise puisse être performante. Sinon, l'État, dans quelque temps, va voir peser sur lui de façon assez draconienne l'endettement qui a été constitué à l'occasion. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard lorsqu'on voit le poids de cette dette et les tensions sociales que ces changements de paradigme ont causé? Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard? Oui, ça peut arriver tard, mais c'est aussi l'effet de cet environnement qui a imposé à nos pays ce type de gestion. Pour avoir une gestion performante, on n'a pas nécessairement besoin de privatiser. On a simplement besoin... C'était le discours ambiant, hein? Oui, c'est le discours ambiant, mais vous n'empêcherez pas qu'on constate que ce discours a causé beaucoup de dégâts. Et qu'il existe dans d'autres situations des cas où on peut gérer ce secteur sans avoir à recourir à une privatisation dogmatique. Souley Onoyolo, Socadel est arrivé pour gérer finalement, pour venir accompagner une chaîne de nationalisation. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a EDC à la production, Sonatrel au transport, Socadel maintenant à la distribution, bien que les missions soient un peu complexes. L'État reprend donc tout en main, mais ne repart pas à zéro parce qu'il y a des dettes. Vous savez, vous avez bien fait de parler de la nationalisation. Parce que reprise en main, c'est faible. Oui. Moi, je voudrais parler de la renationalisation, n'est-ce pas, du secteur de l'énergie électrique, qui vient après la renationalisation du secteur eau. Quand vous avez renationalisé l'eau et l'énergie électrique, vous êtes en plein, n'est-ce pas, dans la vraie indépendance. Vous êtes en plein dans la souveraineté dont nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. Et pour cela, je voudrais être d'accord avec les autres qu'il faut féliciter. Il faut applaudir, n'est-ce pas, l'audace, le patriotisme, la loyauté, la fidélité, le nationalisme de l'actuel ministre, n'est-ce pas, de l'eau et de l'énergie. Il s'est battu. Qui met en place une vision du président de la République. Il se bat encore. Vous savez, la présidente de la République, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'on nous a imposé les privatisations. Non. La présidente de la République, les collaborateurs du chef de l'État, n'est-ce pas, sont une enclave du vice. Il y a là-bas une constellation de ripoux, de coquins, qui font tout ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pour le nivellement par le bas du Cameroun. Parce que je voudrais dire de manière péremptoire que si le Cameroun va mal, si nous avons tous les problèmes du monde aujourd'hui, c'est à cause, n'est-ce pas, des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Si vous voulez, je voudrais convoquer l'histoire. D'abord pour l'eau. À un moment donné, j'étais indigné, hein. J'étais choqué, sceptique, lorsqu'on a nommé au départ Gaston Edmundou, c'est ça non, Gaston Edmundou et Somba. Parce que nous venons de vivre ce que j'appelle la malédiction, n'est-ce pas, de la Mofua qu'on a su le secteur eau. Allons chercher dans l'histoire. La SNEC, c'est un fils de la Mofua Kono qui a commencé à nous produire de l'eau, qui est venu changer ce qu'on avait appris à l'école primaire, que l'eau était incolore, une odeur sans saveur. On nous a dit que non, même si elle est boueuse, elle est... On a enlevé au Boufegueux. On a mis qui? Un enfant de la Mofua Kono pour être administrateur provisoire de la SNEC. Basile Atangana, qui est le piètre ministre que j'ai jamais vu. On ne le dira pas, on n'a pas les unités de mesure. J'assume. On n'a pas les unités de mesure. C'est même un coquin, vous allez comprendre. Non, on n'a pas les unités de mesure. S'il vous plaît. Dites ce qui s'est passé à son époque, sans forcément le qualifier de piètre. Est-ce qu'il y a eu un mauvais choix managérial à cette époque-là? On comprendra mieux.
merci de me permettre de continuer. Oui. Et en disant que Kouna, c'est un piètre ministre. C'est une passe que le Cameroun... Non, on ne le dira parce pas. Oui. Je veux qu'on soit sérieux, on ne le dira pas. D'accord, on ne le dira pas. Voilà. Moi, dites-nous ce qui s'est passé à son époque, que vous trouvez que c'est un mauvais choix. Ce qui s'est passé, c'est que administrateur provisoire de la SNEC, ce monsieur a réussi l'exploit de diviser la SNEC en deux. La Kamwata et la Camerounaise des eaux. Il a donné le plus compliqué, il a filé le plus compliqué à l'État, la Kamwata. Il s'est organisé avec certains de ses coquins. La Kamwata était chargée de l'investissement. Je ne veux pas trop bavarder, j'ai dit qu'il a filé l'os le plus compliqué à l'État, qui devait tout faire, et la Camerounaise des eaux, créée de tout à l'emporte-pièce, avec la complicité de beaucoup de coquins à la présidence de la République, était, n'est-ce pas, devait gérer la Camerounaise des eaux. Et c'était le plus facile d'ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et les Marocains, c'était que la fiction. C'est les Camerounais qui, n'est-ce pas, avaient racheté la CDE. Ça n'a pas marché. Et pour, n'est-ce pas, permettre à l'autre là, à ce monsieur-là, Don Basilio, d'accomplir totalement son œuvre, on l'a nommé ministre de l'eau et de l'énergie. Et quand il est arrivé ministre de l'eau et de l'énergie, il s'est rendu compte que son frère, William Solo, avait découvert sa supercherie. On a assisté à la bataille de l'eau. Un autre fils, c'est pour ça que je parle, un autre fils de la Mofoakono. Apparemment, William Solo était président de l'association des fils de Mofoakono et Basile Atanakona était le SG. Donc, les fils de la Mofoakono, à qui le président avait confié la tâche de donner de l'eau, ils n'ont pas pu. Ils se sont mis à bagarrer. Heureusement qu'ils se sont bagarrés. Ils se sont retrouvés où? En prison. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Et quand on s'est rendu compte de la supercherie, je crois que Dr David Deboudou l'a révélé, après, on a constaté qu'en réalité, la CDE ne tenait sur rien. C'était un tonneau de Denaïde qui pompait dessous. Et on a refilé ça, on a fait fondre ça à la Kamwata. Et aujourd'hui, avec le management moderne et endogène d'un iconoclaste, incassable, inoxydable comme Blaise Moussa, on voit bien que non seulement il faut nationaliser, mais en confiant ce management endogène au Camerounais, vous voyez comment Blaise Moussa se bat comme un beau diable. Je crois qu'il ne dort pas pour essayer de faire avancer les choses. Maintenant, quand je reviens pour parler, n'est-ce pas, de l'eau, de la Socadel, si vous voulez, de l'électricité. Oui. Je pense que la mission terminée pour Gaston, c'est, n'est-ce pas, d'avaler aussi la Sonatrel. C'est un poids pour qui va qu'on puisse avoir une seule entité. Oui, c'est un poids qui va être inutile. Absolument. Donc il faut engager une autre bagarre, n'est-ce pas, contre ceux qui tirent les marrons du feu, ceux qui puisent, qui violent la fortune publique à travers la Sonatel. C'est-à-dire faire fondre ça dans qu'on revienne un peu à la configuration Sonel, c'est pour ça que une seule entité pour gérer justement tous ces segments. Voilà. Donc si on a d'un côté la Socadel avec tout ce qui concerne l'énergie électrique, on a déjà la Kamwata, n'est-ce pas, qui se bat comme elle peut, avec deux managements modernes et endogènes. Je pense que Elundu Essomba aura réussi son pari. C'est pour ça que je dis qu'il faut le féliciter, il faut l'encourager. Parce que lui, tout au moins, personnellement, je suis satisfait. Déjà, en attendant les défis, ils sont nombreux, ils sont vraiment les uns... Parce que le déficit énergétique est toujours là, oui. La faible capacité de production, nos barrages qui ne fonctionnent pas à plein régime, il y a beaucoup de défis justement autour de cette question-là. Je voudrais juste citer en disant qu'il y a beaucoup de défis. Mais en tant que patriote, en tant que nationaliste, je suis déjà content de savoir qu'on ne nous empoisonnera pas demain à travers l'eau ou l'énergie électrique, parce qu'il y a quand même déjà une nationalisation. Il faut en être fier. Même si les défis, on va les régler doucement, doucement, mais la reconquête de la souveraineté du Cameroun à travers les deux secteurs que sont l'eau et l'énergie est une opération à féliciter. Et merci
n'est-ce pas, pour le président de la République et qui va tout faire, n'est-ce pas, pour dissoudre la Sonatrel et la mettre à la gouvernance de la Socadel. On accueille Valère Bessala. Bonjour Valère, bienvenue. Monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Bonjour à mes companélistes que j'ai le plaisir de retrouver et surtout à l'aîné Bandakani. J'espère que vous l'avez déjà présenté. Oui. Ce sera peut-être le premier plateau. C'est le premier plateau pour vous deux. Partager ensemble, ici comme ailleurs d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous arrivez, vous avez certainement suivi les uns les autres. Oui, il y a un ton un peu jubilatoire. On semble célébrer la renationalisation du secteur de l'énergie électrique en indiquant que la privatisation qui est arrivée a été un mauvais choix et qu'on nous aurait même simplement poussé vers cette privatisation qui n'a pas été porteuse. Non, je ne pense pas qu'on peut le dire comme ça. Je ne serai pas peut-être rabat-joie. Je vais juste me poser des questions. Pourquoi avoir privatisé? C'est justement parce que la malgestion entre 1984, 6 novembre, et 2 ans seulement, 2 ans seulement, 86, nous a rebasculé vers le FMI. Souvenez-vous, 86. Nous n'irons pas au FMI. 2 ans après, on est reparti. On repart au FMI. Et qui était, à ce moment, on avait supprimé le poste de Premier ministre. Et M. Jean Kouete, qui était l'économiste à tout faire du président, c'est lui qui l'avait rassuré. Ah non, c'est terminé. Aïdjo nous a laissé une bonne santé. Et puis on n'ira pas au FMI, c'est terminé. On rembourse nos dettes. Et on est retombé dessus. Il était d'ailleurs même secrétaire du gouvernement, je crois, à cette époque-là, puisqu'il faisait office en fait de Premier ministre. Alors, pourquoi on privatise? On privatise parce que justement, l'homme du 6 novembre, il a versé dans la poubelle l'essentiel de l'héritage de l'homme de 58 et de 60 à Aïdjo. Ça, il faut déjà le dire. Alors, on parle de la CDE. On parle, pardon, c'est déjà Kamwata. Pour ceux qui l'ont, c'est Kamwata. L'autre est Kamwata. Alors, quand vous rentrez dans l'histoire, le colon nous avait créé Nelcam, 1948. Et avant ça, dans la partie anglophone, il y avait déjà la desserte en électricité de certaines petites localités qui desservaient aussi le Congo, 1929. Alors Enelcam engage les barrages que vous connaissez des DEA, 1953, qui entrent en fonctionnement à l'époque. Après nos indépendances et après la réunification, les anglophones avaient déjà leur affaire, pas aucun, qui traitait de l'électricité dans la zone saxonne du pays, et puis dans la zone francophone, nous avions EDC. Et on a dû fusionner ces deux affaires-là après la réunification pour justement créer la SONEL le 18 mai 1974 qu'on a confié à M. Niat. Alors j'insiste dessus, d'abord pour rester sur l'électricité, pour montrer comment ça a basculé. M. Niat a dirigé cette affaire-là de 1975 jusqu'en 2001 avec une période d'interstice de 84 à 89, c'est-à-dire quand il a été embastillé pour le coup d'État et qu'il a menacé de se suicider. On l'a ramené alors que son adjoint assurait l'intérim pendant 5 ans. Alors, qui nous a mis dans cette situation quand on arrive dans une privatisation? On ne privatise qu'une société qui va mal. On ne donne à d'autres, on ne vend quelque chose, un investissement qui va mal. Quand un État vend, c'est parce que ça va mal. On ne donne pas quelque chose ou on ne vend pas quelque chose qui va bien, qui produit. Et récompense, vous savez tout son parcours jusqu'à nos jours. Bon, bref, on ne parlera pas plus durement de lui. Je sais que sa famille est très éprouvée. Mais c'est un sujet qui le concerne. Et on se souvient de l'époque, rappelez-vous. Il avait même dû cumuler des postes. Ministre de quoi, des équipements et quelque chose comme ça. Et vice-premier ministre. Et il était en même temps encore toujours directeur général national. Et il s'écrivait à lui-même pour se répondre encore. Vous comprenez ce genre de choses-là. Alors si on reste dessus. La même chose avec l'eau. René Soulé l'a dit tout à l'heure. On a donné l'affaire de l'eau non, moi je dites comme vous voulez, à M. Oboufoghe. Mais M. Oboufoghe est aussi d'une affaire, parce que nos amis du Saxon avaient aussi leur compagnie à eux. Il y avait même d'ailleurs une société camerounaise des eaux et de l'assainissement jusqu'en 1963. Parce que la SNEC, d'abord, sa création date de 1967, même si Oboufoghe arrive en 1975. Donc, si on reste dans cette logique-là, pourquoi ça tombe en 99? Parce qu'effectivement, les gars, ils ont mis presque plus de 30 ans au poste. À faire certaines choses, c'est vrai. M. Niat, pour la SONEL, avait fait beaucoup parce qu'on lui doit quand même la construction des grands barrages, et ainsi de suite. Parce que c'est un ingénieur, je crois, de Polytech, spécialiste des questions d'électricité. Là, au moins, on avait un homme à sa place. Bon, je ne connais pas beaucoup son parcours, mais je vois quand même que je regarde le résultat et je me dis, s'ils avaient bien géré, on n'aurait pas privatisé.
Alors, les textes sur la privatisation sont clairs. Ils ont été durcis en 1990 avec le décret 1990 de décembre 1990. Et on a vu ce qui a été mobilisé dans ce texte-là, notamment pour toutes les sociétés qui battaient de l'aile. Alors, pour moi, puisque nous parlons de l'eau et de l'électricité, ma question est de savoir, 1, quand ça va mal, si ça va bien, pourquoi on vend? 2, il y a des secteurs de la vie d'une nation qu'on ne privatise pas, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre. L'eau, l'électricité, le chemin de fer, on a même déjà aussi le transport aérien. Les télécommunications. Les télécommunications. Parce qu'on avait une société camerounaise de mobile, de téléphone, quelque chose comme ça, qu'on a donné à Orange, on a coupé, on a donné à Orange et MTNSU, et puis Intelcam, on a cassé tout. Je crois que même un ancien directeur général ou un PCA en prison, c'était un ancien gouverneur, Monchipou, quelque chose comme ça. Alors, vous allez me corriger. Non, il est là en prison, oui, il est décédé. Alors, une autre question. On a vendu la Sonel à 23 milliards. 23 milliards. Il n'y a plus de d'évaluation du CFA. 23 milliards. Les Américains AS, quand ils prennent à 23 milliards. Ils revendent cette affaire à 162 millions de dollars. Ceux qui savent calculer, c'est plus de 100 milliards de francs CFA. Plus de 100 milliards de francs CFA. Actis, le Britannique, tout ça, c'est des fonds d'investissement. Actis, le Britannique, lui, revend au Cameroun à 77 milliards. Ça, c'est les chiffres officiels. On vous épargne l'envers du rideau. Alors, vous voyez, et aujourd'hui, nous, on rachète quelque chose qu'on a vendu à 23 milliards. On l'a racheté à 77 milliards. 3 fois plus. Pourquoi se réjouir, M. Jean-Jacques Zé? Vous comprenez que la finance d'État, la finance internationale, nous avons péché sur ces normes. Nous avons péché dans l'implémentation de cette finance nationale, comme si nous n'avions pas des experts. Pour nous dire qu'on ne privatise pas certains biens nationaux que je viens de citer, vous comprenez? Et de deux, c'est une incongruité, puisqu'en fait, la nature nous le renvoie, cette erreur-là, dans la figure. De 23 milliards, en gap, si vous faites 78 milliards, moins 23, vous vous rendez compte que nous sommes à un gap de près de 53 milliards de pertes sèches, sans compter les investissements qui ont été réalisés par l'État dans le secteur de l'eau, parce qu'en fait, à chaque fois, regardez toujours l'entourloupe, et là, Denis Siboula en a parlé, Monsieur Atanakuna, contrat d'affermage. Vous savez, un contrat d'affermage est simple, fermage est simple, c'est un fermier. C'est-à-dire que lui, vous finissez d'investir, vous construisez votre maison, j'explique pourquoi on se comprend la maison, vous construisez votre maison, et puis vous dites, vous faites bien exploiter. C'est-à-dire c'est lui qui prend les loyers, il se paye sur les loyers, et il décide de ce qu'il vous donne sur le fruit des loyers. En d'autres termes, les Marocains qu'ils amenaient et qui étaient en fait eux-mêmes, venaient exploiter le service de l'eau, la commercialisation de l'eau. Donc ils venaient vendre l'eau. Que Kamwat, l'État produisait, vous comprenez, payait, achetait des machines, construisait des infrastructures. Et eux, ils décidaient d'une redevance. Les fiscalistes savent la différence qu'il y a entre une taxe et une redevance. Une redevance. Vous vous imaginez, donc ils décidaient en fait de ce qu'ils donnaient à l'État. Ça veut dire que s'ils disaient à l'État que nous avons fait ce mois un bénéfice de 100 millions de francs, voilà 100 millions, l'État ne cherche pas à savoir. D'accord, non, je finis. À la Sonel, c'est la même chose. Je viens de citer dans les cas de Actis et l'autre, et les pertes sèches d'argent. On se pose donc la question de savoir, est-ce que Biya ne nous a pas fait tourner en rond? Qu'est-ce qui s'est caché derrière le phénomène des privatisations? Fallait-il privatiser pour encore revenir nationaliser? À quoi cela a donc servi? Vous comprenez donc que 40 années de tourner en rond. Et Dieu seul sait, je ne sors pas là. L'émergence, c'est en 2035. L'émergence, c'est dans 9 ans. 9 ans. Et on n'a jamais décollé. Même ce qu'ils ont introduit dans le DSE, le ASND 30, l'horizon 2020, rien du tout n'a été réalisé jusqu'aujourd'hui. Tout ce dans quoi nous sommes, c'est des débats sur l'office de qui doit s'asseoir à la place de qui. Le président est déjà âgé, il est malade, il marche bien, il est solide pour certains, ainsi de suite. Voilà le Cameroun aujourd'hui dans le Cameroun. Pendant que d'autres pays se développent, d'autres pays africains et la jeunesse africaine de d'autres pays est fière de leurs dirigeants qui essaient de faire avancer les choses. On est d'accord qu'il y a eu la privatisation, je ne sais pas trop comment elle est arrivée, pourquoi elle est fondamentalement arrivée, si on s'en tient à ce que Valère Bessala développe, mais on découvre également qu'il y a eu beaucoup de mafias camerounaises sur cette affaire. Des Camerounais ont entourloupé les Camerounais dans la mise en œuvre voilée de la privatisation. Non, la dénonciation vigoureuse et extrêmement pertinente
de la mauvaise gouvernance, telle que Bessala l'a si bien illustré, n'est pas incompatible avec la réjouissance que nos trésors nationaux reviennent à la maison. Les trésors nationaux ne sont pas la propriété des fonctionnaires et du président. C'est la propriété du peuple camerounais qui sue à rang pour qu'on les accumule. Donc moi, je me réjouis. Je vais enrichir les propos du président Valère Bessala et le docteur David Eboutou et même Soulé, en disant que je maintiens ma position. On nous a imposé les privatisations. On nous les a imposées à cause d'une situation économique qui n'est pas le propre de notre pays. Si ce n'est pas le propre du Cameroun, alors ça devient un problème structurel qui n'est pas propre au Cameroun. Puisque ce n'est pas des errements du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On nous a imposé les privatisations. C'est connu. Ceux qui l'ont imposé l'ont reconnu eux-mêmes. Ils l'ont dit. Il y a eu une dernière réunion je crois, du FMI et de la Banque mondiale au Maroc, où ils faisaient le point. Ils faisaient le point de leur existence. Hein. Les rapports sont là. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas aidé. Que les politiques qu'ils ont imposées aux Africains n'étaient pas appropriées. Et que les méthodes pour les imposer étaient, elles aussi, inappropriées. C'est le rapport de la réunion qui s'est tenue au Maroc, où le FMI, n'est-ce pas, passait en revue toutes ces politiques qu'elle a imposées à l'Afrique depuis que l'Afrique est en rapport avec ces structures-là. Donc, je tente d'expliquer que l'imposition des programmes d'ajustement structurel aux pays africains est un fait qui est imposé à tous les pays africains. Ce qui veut donc dire logiquement que ce n'est pas un problème propre au Cameroun. C'est un problème structurel à l'économie mondiale, dans notre rapport à l'économie mondiale. Ça n'exclus, ça ne justifie pas le Cameroun. Tout à fait. Et je on est laissé partir des domaines de souveraineté. Il est important qu'on le dise parce que on observe en Afrique que les successions au pouvoir ne changent pas le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on dit que tel régime est mauvais, dès qu'il part, celui qui est venu, très démocratiquement élu, ne change rien. Il fait face aux mêmes contraintes et il n'arrive pas à les dépasser. C'est ce qui pourrait arriver à la Socadel? Ce n'est pas exclu. Ça va dépendre de tout à l'heure. Parce que l'environnement n'a pas changé. Oui. On a la même faible capacité de production, on a le même problème de transport, et ainsi de suite. J'insiste sur les questions de gouvernance. Je voudrais dire qu'en matière de gouvernance, quels sont les pays au monde qui sont mieux gouvernés que les autres? Si on prend un pays comme la France, son pays, sa dette est à 113% de son produit intérieur brut. Ça aurait été un pays africain, il serait en ajustement structurel depuis très longtemps. Les États-Unis sont le pays le plus mal géré au monde, je dis le plus mal géré au monde, avec le privilège du dollar. Donc, gouvernance pour gouvernance, si vous nous donnez le privilège de ces pays-là, est-ce qu'on est sûr qu'on serait pas au même niveau? Je le dis sans dédouaner la mauvaise gestion dans le pays, je reviens. Je voulais rassurer le président Valère, je partage son point de vue là-dessus. Mais il y a le problème de fond. Donc à ce niveau-là, c'est la prédation internationale. Il y a la prédation internationale. Tout à l'heure, il a parlé, il a convoqué l'aide de l'ancien président Idjo, pour que nous avons beaucoup de respect en passant. Eh bien, à l'époque, les vendeurs de dollars allaient de palais en palais pour proposer au président d'acheter les dollars, les pétrodollars. On vendait ça. Et quand vous refusiez de les acheter, on vous organisait soit un coup d'État, soit de la déstabilisation. Donc pour dire qu'à l'époque, on encourageait, entre guillemets, un type de gestion. On encourageait, endettez-vous, etc. On encourageait ça. Mais quand ils ont réussi, quand il y a eu des modifications au niveau des rapports de force économique au niveau international, ils sont venus avec une nouvelle mode, à savoir privatiser pas, on vous ferme les guichets. On ferme les guichets. Donc, pour revenir à votre question, quand j'ai fini de dire ça, je suis d'accord avec vous. Il y a eu une mafia de la privatisation. Une mafia. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on dit qu'une entreprise n'est plus performante, n'est pas capable de faire des résultats. On brade, parce que c'est le mot, on brade. Il a bien démontré le mécanisme de bradage. Quand vous vendez une entreprise à 23 milliards, vous venez la racheter après,
années après, à 78 milliards, il y a un problème. C'est du bradage, c'est de la mafia. C'est inacceptable. En Chine, c'est la pendaison publique. En Chine, c'est la pendaison publique. Ça doit être puni sévèrement. Au Cameroun, on ne les punit pas. Toute l'équipe qui a privatisé, qui a bradé le budget de famille, ils sont là, les membres sont là, ils sont tranquilles. Donc, on vous vend, on dit qu'une entreprise est en faillite, on brade l'entreprise. Mais Jean-Jacques, 2 mois après, 3 mois après, la même entreprise fait des bénéfices. Mais par quel miracle? Avec le même personnel, sans que celui qui l'a prise ait fait des efforts particuliers en termes d'investissement, n'a rien fait. Il a fait juste de l'exploitation. Tout à l'heure, on a parlé du cas de la CDE, le Marocain. Et qu'on a fait le bénéfice. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a de la mafia. D'autant plus que, quand on parle de l'expertise, tout à l'heure, le docteur Ebotou parlant des nouveaux top management de Socadel, vantaient leur expertise. Mais ces expertises ont toujours été là. Donc, s'il y a expertise quand il y a faillite, la même expertise est là. Quand on l'achète, ça veut dire que ce n'est pas l'expertise qui est le problème. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est le problème. Il y a l'environnement international, il y a la structure de notre État, il y a la nature de notre élite. Et c'est à ce niveau que je rejoins le président Valère Bessela pour dire qu'il faut travailler sur la nature de notre élite. Mais ce n'est pas une affaire d'expertise. Parce que si on a de l'expertise et qu'on appartient à des réseaux de prédation, comment est-ce que l'expertise peut s'opposer aux objectifs de la prédation quand vous appartenez à ces réseaux-là? Or, la plupart de nos élites appartiennent de manière très engagée à des réseaux de prédation, que ce soit dans leur dimension ésotérique, que ce soit dans leur dimension de fraternité internationale. À la différence de ce que vous n'avez pas donné, non. D'accord, mais on se comprend. Ça ne sert à rien, Jean. D'accord. On va citer les équipes, puisque c'est généralisé dans notre administration. C'est généralisé. Et plus ils sont même gourmands. Vous vous rappelez, un groupe allait rencontrer M. le Premier ministre actuel pour lui dire que non, on veut encore beaucoup de place. Ils ne se sont pas cachés. Ils se sont peut-être ouverts, ils ne se sont pas cachés. Donc pour dire que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Et moi, pour rejoindre le professeur Roland Guini, ma peur c'est à ce niveau-là. Parce que si on va toujours piocher dans la même cagnotte en termes d'expertise, on risque encore de se retrouver avec la situation. Et je te laisse ce point-là pour poser la question justement au professeur Roland Guini. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un audit plus profond de la situation que de donner l'impression, selon les Camerounais, qu'on a juste enlevé Eneo pour mettre Socadel? C'est pour ça que je vous disais que la logique de la reprise doit être approfondie, c'est-à-dire elle doit correspondre à une restructuration systémique. Je redis ce que j'ai dit, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez aller nulle part. Les privatisations ont été imposées, et elles ont été imposées en raison de buts stratégiques. Le but stratégique était d'interrompre le développement des pays africains, qui se faisait peut-être de manière maladroite, mais qui se faisait, mais qui à partir de ce moment a été interrompu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à travers ce mouvement-là, on a contaminé l'économie politique de nos pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planétarisation du néolibéralisme a beaucoup dégradé la gestion publique dans le monde entier, à commencer par les pays occidentaux. C'est à partir de ce moment que vous avez eu à l'intérieur des pays occidentaux de fortes poussées de corruption. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, on a introduit ce que l'économie politique néolibérale même appelle des entrepreneurs bureaucratiques. C'est-à-dire, il n'y avait plus une séparation entre le fait de devoir défendre l'intérêt général quand on fait partie des couches, les classes bureaucratiques, mais on pouvait aussi se positionner comme entrepreneur. Et dans le cas de pays qui étaient censés suivre un chemin de transformation, ça a été essentiellement mortel. Si, et ça ce n'est pas au niveau du Cameroun, c'est au moins au niveau continental, si les Africains ne sont pas capables d'avoir la lucidité de regarder cela, ils vont rester dans une impasse. Il s'agit de reconfigurer la manière dont on doit gérer l'économie politique sur tout le continent, de manière à créer un modèle commun de coordination qui sache comment il peut reconstruire des conditions
d'une dynamique de développement qui a été interrompue. Et ça demande donc une restructuration complète. Dans cette restructuration-là, on n'exclut pas nécessairement la privatisation. Mais il faut veiller précisément que la privatisation ne soit pas une privatisation de type prédatrice. Et à ce moment donné, il faut un état de contrôle, c'est-à-dire un état qui contrôle strictement les conditions de gestion, qu'on soit dans un statut public, parapublic ou privé. Tant que ce n'est pas fait, on va rester dans les mêmes problèmes. Et ici, la reprise ne garantit pas nécessairement dans ces conditions que l'on pourra résoudre le problème profond qui se pose, c'est-à-dire celui d'un hyper-endettement qui a été constitué. Et on demande à l'État d'assumer l'endettement, alors que pendant ce temps, des lobbies, soit internes, soit externes, eux se sont enrichis au détriment de l'État et au détriment donc de la République, c'est-à-dire de la communauté des citoyens. Justement parce que Eneo s'en va en laissant le Cameroun avec une dette pratiquement de 1000 milliards, pourtant a empoché au passage 60 milliards en termes de dommages et intérêts. C'est pour ça qu'on convoquait David Boutou. La nécessité d'auditer profondément le secteur. Parce que ce que les Camerounais célèbrent aujourd'hui, c'est le départ d'Eneo qui en réalité n'était pas la source de tous nos problèmes. Et pour vous aider à la suite des chiffres que vous donnez, il vous souvient que Eneo en partant a exigé à l'État de lui reverser 150 milliards. Et il aura fallu que le ministre actuel, Elundu Essomba, aille trouver un médiateur international pour venir faire justement l'audit que vous convoquez et qui ramène ce prix-là à la somme de 60 milliards. 60 milliards. Voyez-vous, de 150 milliards à 60 milliards. Il y a un gap conséquent qui pourrait servir à autre chose. Donc, j'insiste au-delà, je partage tout ce qui a été dit, au-delà de tout ce qui a été dit, qu'il faut absolument intégrer dans notre management public les logiques de cooptation d'une expertise technique. C'est important parce que j'ai bien l'impression, et là je m'inscris sur une perspective essentiellement empirique, donc de ce qu'on voit, de l'expérience que la gouvernance publique nous sert. On a bien l'impression que ceux qui sont cooptés à la tête des entreprises, souvent stratégiques, souvent importants, c'est pour d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec les besoins sociétaux, les besoins d'impact voulus par les populations. On va les chercher dans les partis parce que tel a fait un score conséquent pour le président de la République, parce que tel manifeste un grand soutien au président, des choses comme ça. Et la conséquence a souvent été que c'est l'échec direct que nous servent ces entreprises-là. Mais chaque fois qu'on a privilégié des choix d'une expertise technique au-delà du politique, il y a eu quelques résultats. Je vois le PAD, je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas, mais je vois les résultats au port autonome de Douala. Je vois les résultats au niveau de la CNPS, là. Donc, comme pour dire que, oui, je suis d'accord avec ce qui est dit, mais essayons de voir également avec une expertise technique, et c'est ce qui, moi, me conforte dans les choix du management opérationnel qui vient d'être fait. Le monsieur qui est là, je me répète, le monsieur qui a été émis là, monsieur Oumarou, il fait partie des personnes qui faisaient partie de la boîte, mais qui ont contesté le processus de privatisation et qui a émis des réserves. Il a systématiquement écrit au président de la République pour lui dire il y a moyen de faire autre chose pour ne pas brader cette entreprise stratégique-là. Et aujourd'hui, le fait qu'on l'ait suivi et qu'on ait privilégié une nomination technique au détriment de tous ces vautours politiques-là qui veulent se retrouver à la tête de ces importantes entreprises pour faire ce que l'on sait, peut nous être pour nous un motif d'espérance. D'accord. D'accord. Ceux qui écrivent au président, l'actuel DG l'a fait, le ministre de l'eau et de l'énergie l'a régulièrement fait pour indiquer qu'on n'était pas sur la bonne voie. Mais pour sortir justement de cette thématique de mise en bouche, qui est très sucrée d'ailleurs dans nos bouches, parce qu'on parle quand même d'un domaine assez important, qu'est-ce qu'on fait des dettes? Qu'est-ce qu'on fait des besoins qui semblent immédiats des Camerounais? Faut-il aujourd'hui prendre le courage de leur dire que n'attendez pas la lune dès demain? Il faut d'abord commencer par, j'ai envie de dire, tordre le cou à tous les Camerounais qui ont piqué l'argent de l'État à travers ces process ou alors ces processus. Ils sont là. Parce que vous allez parler de l'audit. Les audits, c'est compliqué chez nous.
Les Camerounais n'aiment pas faire la reddition des comptes. Oui. Encore que ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous que le 24 mars 1985, on a dit que l'UNC devenait le RDPC. On n'a jamais fait l'audit. De l'UNC. l'UNC. Avant de Tous les le actifs, RDPC. on ne sait pas ce que sont devenus les actifs, mais apparemment, le RDPC s'en est approprié. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a ce débat-là sur les maisons du parti. À qui est-ce qu'elles appartiennent? Après la privatisation, les choses comme l'ONCPB, la régie fréquente, tout ça, il y a un cabinet, je ne veux pas donner le nom, qui a été désigné, dit-on, avec un mot sucré, pour gérer les résidus. Oui. Les actifs résiduels. Les actifs résiduels. C'est compliqué. Mais est-ce que vous savez que les actifs résiduels, c'est beaucoup d'immeubles, beaucoup de terrains, c'est des centaines de milliards. Absolument. Jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les injonctions, malgré toutes les décisions qui ont été prises pour mettre fin et beaucoup de ministres au sont travail tombés du sur ce cabinet oui. En question, le gars est là. Il se sucre avec ses amis, il continue de se sucrer de ces histoires. Donc, c'est pour dire quoi? Tout à l'heure, je disais, ok, disons nos encouragements à Gaston, qui a quand même fait tomber et qui a réussi à exorciser la malédiction de la Mofou à Kono. Mais le plus dur reste à faire. Parce que Jean-Jacques Zin, le problème du Cameroun, c'est la présidence de la République. Il faut condamner avec beaucoup de fermeté la gouvernance pratiquée et logée à la présidence de la République, où vous avez des chargés de mission, des conseillers, qui ont la préséance sur des ministères sectoriels. Ce n'est pas normal. Tout se décide à la présidence de la République. Hein? C'est pour ça que je dis que c'est une constellation de voyous qui ont l'art... Ils sont où les voyous à la présidence? Oui, bien sûr. Sous les constellations de voyous. Vous savez, je vous dis que la gouvernance de la présidence de la République est lamentable, chaotique, elle est même frivole. On ne peut pas comprendre comment on a réussi à faire de la présidence de la République le ministère des marchés publics. Le vrai ministère des marchés publics, c'est la présidence de la République. Vous voyez qu'ils sont en même temps le juge d'opportunité, le juge de conformité, le juge de réalisation. C'est pas normal. Y compris le contrôle supérieur de l'État. Ce n'est pas normal. Donc, vous vous trouvez dans une gouvernance comme celle-là, qui s'est tout approprié. Du coup, les autres, c'est pour ça que vous voyez que les ministres préfèrent aller faire allégeance, n'est-ce pas, au vice-dieu, que d'écouter le Premier ministre. Parce qu'ils estiment que tout ce que le Premier ministre dit est froissé à la présidence. Et que c'est là-bas que tout se décide. Nous pensons que le plus grand bien que le président Biya peut laisser en héritage au Cameroun, c'est de démanteler tous les réseaux du faux, des coquins qui se trouvent à la présidence. Si, je vous assure, Jean-Jacques Zé, si on réussit à faire cet exercice-là, si on démantèle tout cela, vous allez voir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de juger un ministre? Non. Parce que parfois on dit non, les feuilles de route. Mais quelle feuille de route tu vas réaliser si tu dois être assujetti aux décisions qui viennent de la présidence de la République? Rien. Donc il faut être peut-être très fort, comme Massenangale Bibé, comme Elundu Essomba, ou alors comme les Mekouloum Vendor, et je crois Sirius Ngoro. Pour se détacher justement. Pour se détacher et réussir à imprimer son charisme. Sinon, l'emprisonnement, l'embastillement de la gouvernance qui est faite, pratiquée, logée à la présidence de la République est en réalité la source de tous les malheurs, de toutes les misères du Cameroun. Merci. Mathias nous sert là un nectar en termes de démonstration. C'est Henri Sévérin Yassembe qui écrit. C'est exquis. Cela fait longtemps qu'il n'a plus assumé une position aussi détachée. Ça les arrange, la position est détachée.
Bonjour, en rapport avec cette thématique, l'intervention docteur Eboutou, le Cameroun n'avait pas le choix. Le pays était sous ajustement structurel et un nombre d'entreprises avaient été identifiées pour être privatisées par les bailleurs de fonds internationaux, notamment le FMI et la Banque mondiale, parce que budgétivore, à l'époque, j'étais membre du comité de suivi PPTE, c'est André-Marie Afouba qui nous resitue un peu dans le contexte de ces privatisations en indiquant que le Cameroun n'avait pas de choix. Et on sort par là avec Valère Bessala. Le Cameroun n'avait pas de choix, dit-on, si on s'en tient à celui-là qui dit qu'il était justement dans cette équipe-là. Le Cameroun est une institution qui est dirigée par des hommes. Et un homme, dans sa nature, a toujours le choix. Le choix de faire ou de ne pas faire. Le choix de bien faire ou de mal faire. Le choix de vendre ou de ne pas vendre. Je reste sur ça, sur cela, le libre arbitre. Et quelqu'un vous dit ceci, Valère, je ne vous coupe pas. Bonjour, le plateau concernant les privatisations, Valère Bessala semble dire qu'on ne peut vendre que ce qui se porte bien. Les bailleurs de fonds ne viennent pas acheter ce qui est mort. Que Valère ne soit pas naïf, il doit savoir que c'est sur des pressions que ces sociétés partaient. Le cas de Régie nationale des chemins de fer, le cas de Sonel, ces privatisations nous ont été imposées par les bailleurs de fonds. Après l'entourloupe de ceux qui étaient chargés de vendre n'a fait qu'empirer les choses. Touré de doigts là. Aucune imposition. Je pars donc pour ceux qui veulent qu'on revienne peut-être sur la logique de l'aide publique au développement. Les États africains ont leurs indépendances aux années 60. La Banque mondiale, qui était Bird, devient effectivement Banque mondiale. En fait, elle est née Bird, elle est devenue dans le sobriquet Banque mondiale. Ils revoient leur structure de financement et les adaptent justement aux États malades pour se dire qu'en fait, ce sont les États malades qui vont les aider à faire du fruit pour les gros actionnaires, en fait, qui sont les États qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui sont constitutifs justement des exécutifs de ces banques. Faisons très attention. Les États-Unis en premier, tous ceux qui sont dans le Conseil de sécurité, et vous vous imaginez les majors, Norvège et compagnie. Alors, on a les indépendances. Nous avons besoin d'argent, du moins tous les pays pauvres nouvellement indépendants. On emprunte et ils nous donnent de l'argent à flot. Il n'y a même pas de règles pour emprunter. 1973, premier choc pétrolier. Et nous savons ce qui se passe. Les Arabes, ils disent, bon voilà, on organise toute l'affaire avec l'OPEP. Le pétrole, ça ne sera plus comme ça. Voilà comment ça va transiter. Ils ont des difficultés. Choc pétrolier en France, on sait ce qui est arrivé de ce côté, aux États-Unis. Et ils se disent, mais il y a des gens qui nous demandent l'argent tous les jours, ces pays pauvres-là. Il faut effectivement qu'on commence à fermer les trous des prêts, parce que nous, on a des difficultés. Prochain choc pétrolier, 77. On le sait très bien ce qui est arrivé. 80, les plans d'ajustement commencent donc à voir le jour. Mais Ahidjo a été malin. Lui, il avait contrôlé l'économie camerounaise. Quand vous regardez tous les chiffres, les voyants, ils sont ouverts. Ahidjo ne s'est pas endetté à volo. D'ailleurs, il avait créé ces grands fleurons-là qui lui permettaient de stabiliser l'économie camerounaise. Et il gérait, et là je suis d'accord avec René Bandakani, sur la qualité du personnel qu'il portait à la tête des fleurons. Puisqu'on parle des fleurons aujourd'hui. Et même des ministères. Quand vous regardiez les gens qu'il cooptait comme ministres, c'était des gens vraiment qui avaient un parcours, une certaine intégrité. Parce que c'était ça le plus important. Et la sanction suivait. Les anecdotes sont il y a une multitude d'anecdotes dessus. Vous preniez de l'argent, Ahidjo se retrouvait devant votre case, comme on fait avec celui qui avait la banque, c'est bien quelque chose comme ça. Il construisait une grande maison, il s'est retrouvé là avec son gars du coup, il a dit, bon voilà, c'est la maison, sachez que votre maison, on la rétrocède à l'État. Parce qu'on ne sait pas où vous avez pris votre argent. Vous voyez, la sanction suivait. Alors l'homme est arrivé, le deuxième, bon d'accord, il est le deuxième, il n'y a jamais eu de troisième. Moi je dis encore le second même, on ne sait même pas s'il y aura un troisième. La malgestion. On ne nous a pas obligés. Parce que c'est parce que justement, nous avons mal géré. Quand on nous a obligés. Si un enfant, il fait une gaffe devant vous, mais la meilleure façon, c'est vous serez obligé de lui mettre le grappin dessus parce qu'il sent qu'il a péché et il doit payer la dette de son indiscipline. Vous comprenez? Bon alors, disons ça comme ça. Les dragons d'Asie du Sud-Est, ils étaient dans notre même situation. Hein. Ils n'étaient pas plus riches que le Cameroun à l'époque. Corée du Sud, d'ailleurs, il y a même le professeur Henri Ngouatabi qui a sorti un état de développementiste. Il compare la Corée du Sud et le Cameroun. Même état, même situation de développement dans les années 60. Aujourd'hui, la Corée du Sud est au top et nous sommes au down.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, vous pensez que cette même Corée du Sud n'empruntait pas? Cette même Corée du Sud là n'avait pas aussi des élites là-bas? Elle a appliqué les règles de discipline. Elle a appliqué des règles de sanction sur tout ce monde-là, sur son territoire, et elle s'est dit, voici le cap. Prenons seulement un simple cas. Les modèles de développement de la Corée du Sud, moi j'ai lu tout l'ouvrage, il faut lire l'ouvrage. Moi j'ai comme l'impression que ceux qui maugraient autour de moi là ne l'ont même pas lu. Si même ils l'ont lu, oui, je sais qu'on lisait beaucoup, mais je me pose la question pour réagir. Alors, il y a un souci, il y a un souci, il y a un véritable souci. Pourquoi la Corée du Sud nous a pris ce gap dans notre développement et nous a dépassé? Parce que les gens pensent que développer un pays c'est une affaire d'argent. Comme je dis souvent aux jeunes que créer par exemple de la richesse où vous en sortez dans la vie, ne mettez pas toujours l'argent dedans. C'est d'abord l'idée. Ensuite la discipline. S'il n'y a pas de discipline, ayez tout l'argent du monde, vous n'arriverez à rien. Soule l'a dit tout à l'heure. Et si le né Bandakani, l'argent. D'accord, les plans d'ajustement structurel. On a emprunté. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ils ont volé tout. Ils ont tout volé. D'accord. Non, permettez-moi. Oui, je poursuis, je vais sortir. Allez-y. Je vous prends un simple cas. Nous avons atteint le point d'achèvement IBPTE 2006. C'était Swababa. Et on nous disait que tout l'argent que nous avons emprunté nous était remis, du moins notre dette. Nous devons la rembourser, nous mettre dans des comptes à la BEAC, CDD. Et la France nous les rétrocédait pour des projets particuliers. CDD santé, CDD urbain, CDD ceci. C'est sur la base de cela que l'actuel ministre des Finances, qui était encore ministre de l'économie à l'époque, avait conçu le DSCE. Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui était en fait une adaptation camerounaise du DSRP, document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui existait déjà depuis 2003. Avec tout ce que vous pouvez imaginer, horizon 2020, SND 30, 2035, avec tous les projets, usine à manioc, usine à tracteur dans la brousse, jamais créée. Usine à manioc, même on a dit que l'argent est sorti, on n'a jamais rien construit, l'argent a disparu, on veut encore de l'argent pour relancer, ainsi de suite, plus cher encore même que ce qui était prévu pour la création de l'entreprise. Bref, ce que je voulais dire c'est quoi? Des milliers de milliards dans le cadre de la rétrocession des fonds PPTE, aujourd'hui, bouffés. S'ils avaient donc bien géré cet argent, est-ce qu'on en serait là? D'accord. Je sors. Il y a un des doigts là aujourd'hui. Un projet de 10 ans, 15 ans. L'autoroute. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire d'argent? Non. C'est une affaire de malgestion, d'indiscipline politique. Et surtout, de manque de patriotisme, de manque de patriotisme, de copinage, et même, je veux dire, de copinage, même de celui qui dirige le pays avec ces gens-là. Je sors donc en disant, définitivement, expliquez-moi, puisque vous parlez de Socadel, un type comme Antoine Tchimi, 60 combien? 11? 73 ans. On va le chercher chez lui, il est au village, à la retraite. Je ne sais même pas s'il a pris la retraite. On le ramène comme PCA pour venir diriger un mec, je ne connais pas son âge. Peut-être qu'il a une cinquantaine, je n'en sais rien. Vous pensez que même si M. Amanjoda avait vraiment des choses à faire, il va faire quoi avec un type comme Antoine Tchimi, qui va vous dire, je suis l'ami du président, je suis ceci, je suis cela, vous m'envoyez 100 millions, vous me donnez 200 millions, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ces affaires-là. Donc nous avons un problème dans ce pays, celui de la maîtrise et de l'utilisation de la ressource. C'est pas la ressource qui manque. Il y a des jeunes qui sont des excellents politiciens, polytechniciens, des ingénieurs, ainsi de suite. On avait encore besoin de prendre un cercle blanchi pour le placer comme PCA dans une structure où on veut des résultats. On l'a compris, professeur. Oui. Il a parlé de ces privatisations qui nous ont été imposées. Il dit qu'ils sont venus parce qu'on gère mal, simplement, et que les pays qui avaient le même niveau de développement à cette époque-là, que le Cameroun aujourd'hui, sont bien loin, parce qu'au moins, il y a la rigueur. Qu'il m'en excuse, c'est une vision très superficielle. Et c'est avec ce type de vision qu'on arrive toujours aux impasses. Monsieur Bandakani vous a dit, et c'est ça le problème fondamental, c'est un problème de structuration du système monde, de l'économie planétaire. Et ce problème de structuration est pour beaucoup dans les endettements vertigineux que les pays africains ont eus. Je lui conseillerais de lire un livre de John Perkins qui s'appelle Les assassins financiers, pour qu'il comprenne les logiques qui sont des logiques d'escroquerie qui ont été mises en place pour piéger les pays en développement. Qu'il aille lire ce livre. Maintenant, pour le Cameroun,
je lui conseillerais de lire plusieurs livres qui parlent de l'économie du Cameroun des années 70 aux années 80. Un article de De Swan et de Vert dans Politique africaine, numéro 26, numéro 22 en 1986, qui montre comment le système était déjà miné. Cela s'est traduit dans les expériences critiques de la SOCAME, la Société camerounaise des engrais, de la Société des tanneries et des poceries du Cameroun, des celluloses du Cameroun et tout ça. Donc il ne faut pas donner une vision angélique de l'économie camerounaise qui n'était pas ce qu'on croyait qu'elle était. Le système est miné pourquoi? Le système est miné parce qu'au bout, il y a toujours les clés néocoloniales. Et ce sont ces clés néocoloniales qui bloquent une orientation souveraine de la politique, même de la politique économique. Maintenant, ceux qui disent, et ça c'est d'une fausseté incroyable, il n'y a jamais eu le même niveau de développement entre un pays comme la Corée du Sud et le Cameroun. L'économie ne se lit pas seulement à travers les chiffres. L'économie se lit qualitativement et elle se lit de manière structurelle. La Corée du Sud des années 50, quand les militaires arrivent au pouvoir, fin des années 50, quand ils renversent Syngman Rhee pour que le général Pak Chung-hee prenne le pouvoir, n'est pas comparable au Cameroun des années 60. Il n'y a aucune comparaison possible. Vous pouvez avoir les mêmes chiffres, mais ces chiffres ne traduisent pas les mêmes réalités en termes d'organisation. Cette Corée-là a aussi un avantage stratégique. On ne peut pas lire l'économie sans lire l'organisation stratégique du monde. La Corée du Sud a bénéficié de quoi? Au-delà, c'est incontestable, des avantages et de la qualité du leadership. Elle a bénéficié d'une ressource stratégique. C'était un laboratoire qui permettait aux puissances occidentales de montrer que le modèle soviétique pratiqué par la Corée du Nord n'était pas bon. On a donc mis en place un certain nombre de ressources qui ont permis à la Corée du Sud d'avancer. Chose qui n'a jamais été faite pour les pays africains. Je dis bien chose qui n'a jamais été faite. Donc il faut relativiser et voir les vrais problèmes. Parce que sinon, on reste dans des lectures superficielles. Quand donc de nouvelles équipes arrivent au pouvoir, et ça, Banda Khan il le soulignait, elles trouvent les mêmes difficultés, et ces difficultés se reproduisent, et on recommence le même cinéma, on ronronne. D'accord. Oui, vous allez réagir. Vous aussi, vous avez indexé. Banda Khan d'abord. On peut s'indexer d'abord. Allons-y, un petit peu de temps, parce qu'on sort de cette thématique-là. Je ne suis pas totalement d'accord avec ceux qui accusent l'Occident de complotisme. Ce n'est pas du complotisme. Je ne suis pas d'accord. Le piège de l'économie structurelle a été élaboré avec la complicité de qui? Des nationaux. Vision superficielle. Parce que, merci, permettez que je continue. Parce que vous voyez, Jean-Jacques Deux, lorsque le président de la République amorce l'idée de la crise économique, il nous dit retoussez vos manches, n'est-ce pas? Serrez les ceintures. Remarquez que c'est avec le processus de privatisation qu'on a commencé à voir l'émergence des grosses fortunes, des hauts commis de l'État, qui ne produisaient rien, qui n'étaient pas des opérateurs économiques. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déshabillait Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'argent qu'on prenait dans les rétrocommissions, les prébendes, au niveau du rachat des entreprises nationaux, ceux-là, n'est-ce pas, ils investissaient dans leur propre dans leur propre panier ou bien dans leur propre business, grenier. Parce que depuis longtemps, le Cameroun est l'un des rares pays où aujourd'hui les grosses fortunes se mesurent en milliards et ils appartiennent à qui? À des hauts commis de l'État qui pour certains ne touchent pas 1 million de salaires mensuels. Donc on ne peut pas... je suis d'accord avec Valère, c'est la malgouvernance, n'est-ce pas, le libertinage même, et le fait qu'on a laissé les uns et les autres faire du viol dans la fortune publique. Et la preuve, c'est qu'on nous avait créé un concept de santé pour tous à l'an 2000. L'argent est partout, la santé pour tous à l'an 2000, elle est où? Aujourd'hui, émergence en 2035
en 9 ans, on n'est pas sur la tête. Timi Evuna a-t-il fait le bilan, n'est-ce pas, du communiqué sur la dévaluation qu'il avait lu? Timi Evuna, son passage. Antoine Timi. Antoine Timi, excusez-moi, que le patriarche Timi Evuna m'en excuse. Antoine Timi, qu'on revient aujourd'hui, hein, est-ce qu'on sait quelles sont les casseroles qui traînent encore pour en faire, n'est-ce pas? Comment voulez-vous aller, n'est-ce pas, dans le management moderne et endogène, avec des outils en allant exhumer les fossiles et les membres de l'appareil qui, finalement et fatalement, ne sont pas capables. Ils vont alourdir la machine. Nous pensons qu'on a trompé le président Paul Biya en faisant nommer vous avez dit qui? Antoine Timi. Dans un pays où on continue d'attendre, et on va le voir tout à l'heure, d'attendre, n'est-ce pas, le mandat des jeunes et des familles. Il n'y avait pas une femme pour être PCA, il n'y avait pas un jeune pour être PCA, hein, pour qu'on aille dépoussiérer des vieux moteurs. D'accord, merci. Badakari, très rapidement votre réaction, parce qu'on va sortir définitivement de cette thématique-là. On est dans la dialectique des causes et des effets. Hein. On peut choisir de privilégier les effets. Et ces effets-là sont très très visibles. C'est une vision courte. Oui, et quand on insiste dessus, ça renvoie les causes à l'arrière-plan. Et c'est évident. Mais on peut attaquer les... Si on veut régler la question des effets, on attaque les causes. Les causes sont fondamentalement exogènes. Exogènes. Il a cité tout à l'heure le ministre Antoine Timi. Le président Valère l'a aussi cité. Mais le communiqué qu'il lit a été rédigé par qui depuis l'Élysée, M. Valère, pas Balladur. On a demandé l'avis d'aucun pays africain pour dévaluer en 1994. Aucun. Mais il y a plus grave. La France viole. Si Bandaka nous permet, on le fait lire par le ministre Antoine Timi parce qu'aucun président ne veut aller le lire. Et comme lui, là, il est ministre, c'est lui qu'on sacrifie. On dit, c'est toi qui vas lire le communiqué. Ça, c'est quoi? Toi qui étais ministre par il n'avait pas lu, il n'avait pas lu qu'il avait le choix. D'accord. Il n'avait pas lu qu'il avait le choix. Ça n'allait pas changer. Ça n'allait rien changer. On devait entrer dans cette décentralisation, cette dévaluation. On fait comme si nous ne posons pas. On peut s'entendre sur le fond des choses. Ce sont des faits. Pourquoi? Il y a plus grave. La France viole outrancièrement l'article 7 de la Convention sur le franc CFA, qui l'oblige, en cas de crise, de renflouer en devises. Elle viole ça outrancièrement. Si on va nier ça. Alors, quand tu confisque nos devises, à plus de 50%. Donc, quand on parle de performance, il faut créer les conditions de la performance. Vous n'envoyez pas un bosseur sur un ring, vous attachez ses deux mains, et vous voulez qu'il gagne. C'est la sorcellerie. Nos pays sont entrés dans la compétition internationale de l'indépendance avec les deux mains attachées. Et on nous demande des résultats, là on affronte des gens qui ont les mains libérées. Ce sont des faits. Donc, les pays, quand vous dites, mon cher Tsoulé, que c'est du complotisme, accuser l'Occident, c'est du complotisme. Mais on ne peut pas être plus royaliste que les Occidentaux eux-mêmes. Leur rapport, ils reconnaissent ça eux-mêmes. Eux reconnaissent ce qu'ils font sur les pays africains. Donc, eux aussi sont complotistes, ça veut dire contre eux-mêmes. La théorie du complotisme vous dites que a émergé avec la complicité, n'est-ce pas, du management endogène. Parce que si eux, ils n'avaient pas accédé à cela, il y a beaucoup de choses qu'on aurait refusées. La preuve aujourd'hui, si on assiste à la renationalisation du secteur énergie, on aurait dû faire ça avant. D'accord, chuter Badakani. On s'entend bien. Oui, entendons-nous. Je dis ceci. Moi, je suis pragmatique. Vous dites que... Vous êtes dans la théorisation d'un certain nombre de choses. Moi, je suis pragmatique. Je me dis, on aurait dû faire ceci avant. Tu es dans les nuages. D'accord. Merci Soulé. Badakani, on va sortir par là. Il m'empêche de parler et il prend mon temps. J'espère que ce n'est pas une technique. Vas-y. Donc, j'étais en train de dire ceci, que dénoncer l'Occident n'a rien à voir avec le complotisme. Eux-mêmes reconnaissent ce qu'ils ont fait aux pays africains. De deux, si on prend le cas, prenons le cas de la zone franc. Quand on le crée à 1945, quel pays africain indépendant? Quel pays africain indépendant? Quand on vous impose des accords de coopération avant que vous ne soyez indépendant, ça s'appelle quoi? Ce n'est pas le cas du Cameroun? Signé avant les indépendances? Et cet accord, il y a quoi dedans? Vous n'avez pas de diplomatie, vous n'avez pas de monnaie,
vous n'avez pas d'économie. Vous faites les performances comment? L'économie prospère sous le président Ahidjo était une prospérité superficielle, tout le monde le sait, parce qu'elle dépendait de leviers sur lesquels nous n'avions aucun contrôle. Les cultures de rente, nous ne fixons pas les prix. Et si on parle de performance pour performance, un des acteurs majeurs de cette performance, c'est le président Biya comme Premier ministre, qui gérait la plupart des dossiers économiques du Cameroun. Si bien que le président nous a dit que c'est le meilleur, faites-lui confiance. Donc, il faut qu'on soit un peu objectif quand on parle de ces choses-là. Quand le président arrive au pouvoir, ben, les leviers qui finançaient l'économie du Cameroun, les cultures de rente, d'exportation sur lesquelles on avait quel levier, on organise les effondrements avec justement le dragon. Mon cher ami Bessala, avec tout le respect que j'ai pour vous. On organise leur effondrement pour nous imposer le plan d'ajustement structurel. D'accord, c'est clair. Le dossier que c'est clair, je finis avec les vols, vous en priez. Je suis d'accord avec le diagnostic très pertinent que pose le président Valère Bessala. On vole au Cameroun, d'accord. Mais pourquoi ailleurs? On vole, même plus que nous, et on n'impose pas les mêmes choses qu'on nous impose. Prenez la bulle immobilier aux États-Unis, je prends seulement ça. Qui a créé la crise en 2000 qui a créé la crise dans le monde entier? Ceux qui l'ont organisé existent, on les connaît. Ils ont ramassé, ils ont ramassé l'affaire qu'a fait le président Obama. Mais il a transféré ça sur le socialisme. Il a transféré ça sur les pays, sur l'État, et ceux-là ont privatisé les profits. C'est la logique qu'on voit depuis très longtemps. Donc, voler pour vol. Moi, c'est pour la pendaison publique pour ceux qui volent. Les voleurs. Pour les voleurs. Mais pourquoi? Il faut qu'on juge tous les voleurs au même niveau. Au niveau international, qu'on impose aux pays occidentaux les mêmes mesures qu'ils nous imposent. Quand ils sont pris en flagrant délit de mauvaise gouvernance. D'accord, merci Badakani. On va pas s'enfermer. On va s'enfermer dans cette thématique-là. On va 30 secondes pour David Boutou et puis 30 secondes également pour Valère Bessala. Allons-y, David. Ce que disent mes aînés Banda et mon ami Valère Bessala peut avoir un point de confluence. On ne peut pas nier la nature de l'économie néocoloniale de nos États. Ça, c'est une évidence. Mais je crois que ce que le président Bessala essaie de mettre en avant, c'est le fait que même dans cette nature de l'État néocolonial et l'économie néocoloniale, on aurait pu avoir des avancées à partir de ce nombre de retombées. C'est-à-dire que celui qui a passé, pour que ceux qui sont à la maison nous comprennent, celui qui a le mieux théorisé la question du néocolonialisme, c'est Nkrumah. Et Nkrumah disait que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État-là possède tous les attributs de la souveraineté et pourtant, son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. N'est-ce pas? Donc, effectivement, il n'y a que les instrumentistes, en fait, ceux qui organisent, les marionnettistes, merci Banda, sont à l'extérieur et nous ne sommes que, en réalité, des espèces de marionnettes. Maintenant, ce que nous avons reçu, le capital qui est là, qu'on peut vérifier, qu'est-ce qu'on en a fait? Et je crois que c'est là où il y a toute la pertinence de ce que développe mon ami Valère. Le refus de l'infantilisation des dirigeants se cacher derrière pour justifier que non, tout va mal. C'est-à-dire que nous avons atteint un niveau et je crois qu'ils ont réussi. Et je crois qu'ils ont réussi. C'est-à-dire que nos politiques en nous fait comprendre que la crise est une fatalité. Parce qu'en fait, tout est programmé de l'extérieur. Et ils sont donc assis à cet endroit pour gérer les effets de la crise sur le peuple. Ceux qui se sont opposés, qu'est-ce qui leur est? Je prends des figures. L'aîné Banda a pris une belle figure. Alors on prend un boxeur, on l'envoie dans le ring, les mains attachées. Qu'est-ce qui oblige le boxeur à boxer s'il a les mains attachées? Puisqu'il sait que la boxe, il y a des paris derrière. C'est-à-dire il y a les occidentaux. On l'oblige à boxer. Les parieurs. Alors, de boxer. Vous restez donc et vous ne boxez pas. Non, vous laissez boxer et vous perdez. C'est tout aussi simple que ça. Monsieur le Président. Je prends un autre cas. Non, s'il vous plaît. Une seconde, vous en prie, Monsieur le Président. Une seconde. Ma thèse est qu'on l'oublie, on le met dans le ring. C'est différent de la vôtre. Vous dites on le met dans le ring. Vous avez fini? Oui. On le met dans le ring, il se couche. Alors, je prends le cas du professeur. Alors, il parle de la Corée du Sud et tous les ouvrages, on les a lus, et puis quoi? Ça a donné quoi? Nous sommes dans la pratique. Je prends la Corée du Sud. Je prends la Corée du Sud. Arrêtez de m'engueuler, s'il vous plaît, professeur. Alors, ce que je vais dire, Corée du Sud, Cameroun. La démagogie. Je pensais encore que vous alliez dire que
La Corée du Sud a bénéficié des financements américains afin de ne pas tomber dans le communisme comme la Corée du Nord. Donc séparer Corée du Nord et Corée du Sud. Là, si vous l'avez donc dit, c'est-à-dire de manière implicite, je vais donc plus loin. La Corée du Sud a donc su utiliser ces moyens que les États-Unis pour pouvoir... Il n'a jamais eu le même moyen. Il a su utiliser ces moyens. Il n'a jamais eu le même moyen pour son développement. Il n'a jamais eu le même moyen. Allons donc, je vous ai donc pris le cas des fonds PPT de 2006, plusieurs milliers de milliards. Qu'est-ce qui a empêché les Camerounais de développer le Cameroun avec les retombées PPTE? Est-ce que c'est les mêmes gens qui nous donnaient l'argent, qui nous empêchaient de venir goudronner les routes, qui nous empêchaient de construire les hôpitaux avec cet argent, qui nous demandait de voler cet argent? Je sors donc en disant, monsieur, j'en ai terminé. Il veut nous dire que comme Obama n'a pas sanctionné Madoff et ses amis, alors on peut justifier que Paul Biya ne sanctionne pas aussi ceux qui ont volé. Et pourtant, il y a des gens qui sont en prison pour, dit-on, pour avoir volé, et il y a des gens qui se pavanent. Il a cité Tanakuna, qu'on a même fait sortir par des alchimies judiciaire et qui se passe traitement de robe ici, alors vous autres là, je voudrais que les Camerounais comprennent une seule chose. On attend des dirigeants, on sait que peut-être les mains sont liées, peut-être à 40%, je mets une proportion, vous comprenez, mais qu'on reconnaît un vrai dirigeant et un bon dirigeant par son génie managérial, son génie politique, son génie économique, sa capacité à mettre en avant les bonnes facultés, pour pouvoir faire avancer son pays. Un dirigeant n'a pas le génie qu'il faut pour diriger le pays. Je prends un pays en Afrique. Je prends la frontière. Voilà que le Bénin a désigné dans son parti son successeur et qui a rapporté sa chance. C'est un génie de la gestion. Monsieur, merci. On va marquer. Merci Badakani. Merci Badakani. On va marquer un temps d'arrêt. On va marquer un temps d'arrêt. Merci Soulé et les autres. Merci. Merci. Permettez qu'on avance. Permettez qu'on avance. Le chemin est très long. Merci. Responsables de nos malheurs. Merci. On va découvrir.